Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du mardi 7 novembre. Au sommaire, au Sénégal, la pêche des chalutiers de fond entraîne une rareté des produits de mer. Cette situation engendre la chute de la pêche artisanale et le manque de moyens de subsistance au sein de la population. Les détails dans ce journal. L'entreprise israélienne Netafim installera les systèmes d'irrigation dans 9 agropoles de la Côte d'Ivoire. L'initiative permettra de restaurer les terres dégradées du pays. Et puis New Delhi, la capitale indienne, connaît une augmentation de la pollution. Par conséquent, les écoles primaires de cette ville seront fermées pour une semaine. Voilà, c'était tous les titres. Le projet PVOD Forum Vert, lancé depuis 2021, a connu son apothéose le vendredi 3 novembre 2023 à la Maison des Jeunes d'Amanda Romé. L'objectif de ce projet pilote de la Fondation Victoire Flowers est de protéger les espaces verts du Togo et de renforcer la couverture végétale, forestière et paysagère. Le compte rendu dans ce reportage. Je déclare ouvert la tenue de présentation du bilan de la phase pilote du projet PVOD. C'est sur ces mots d'ouverture du représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Komla Aounian, que la cérémonie d'ouverture du projet pilote PVOD Forum Vert a été lancée. Après 2 ans de mise en route, ce projet vise à lutter contre les effets du changement climatique avec la mise en place et la protection des espaces verts au Togo. En effet, les espaces verts sont très importants dans la lutte contre la pollution et la protection de la biodiversité. Au cours de cette cérémonie, Victoire Ablessé, promotrice de ce projet, a tenu à rappeler le rôle de la préservation du couvert végétal. Selon elle, ces espaces aménagés sont d'ordre social, environnemental et esthétique. Le maire de la commune Golf 5, Abouka Kosiak Benigan, présent à cette cérémonie d'ouverture, a relevé l'importance de planter les arbres. Et nous remercions d'abord le gouvernement qui s'engage pour donner à notre population tout ce qui comporte le verre. Nous voulons féliciter d'abord le promoteur de ce projet PVOD Forum Vert pour son engagement pour l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé dans une politique environnementale. Et la jeunesse togolaise également est dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement à faire du Togo un pays vert. Et c'est une occasion de saluer et d'inviter toute la jeunesse togolaise, tous ceux qui sont dans le vert, à contribuer beaucoup afin que notre espace soit vraiment un bon environnement. Vous savez, lorsque nous plantons, nous avons plusieurs bénéfices. D'abord, l'environnement ne sera pas pollué. Lorsque nous plantons des arbres, là également, nous donnons une belle image à nos villes, à nos communes. Et lorsque nous plantons, nous avons également gratuitement de l'oxygène que nous avons dans l'atmosphère. Et donc, c'est tellement important de planter des arbres. Ce projet pilote a été mis en place avec plusieurs objectifs visés. Les indicateurs de motivation pour cette initiative, nous dirons qu'aujourd'hui l'enjeu environnemental est très grand. Donc il faut arriver à innover, à apporter des nouvelles stratégies de protection de l'environnement. Et donc de là, ce projet, nous avons dit la promotion des espaces verts. Et ça a essentiellement 3 critères de pertinence. Premièrement, du point de vue écologique, parce que les espaces verts protègent l'environnement. Ensuite, du point de vue de l'aménagement du territoire.
parce que ça contribue à aménager les territoires pour que nous ayons une ville verte et durable. Et en troisième position, comme critère de pertinence toujours, nous avons l'économie verte, parce que les espaces verts créent de l'emploi vert aux jeunes. Nous avons eu 4 objectifs spécifiques durant ce projet. Au niveau du premier objectif qui est de renforcer le couvert végétal et forestier, nous avons eu à planter, à faire des opérations de reboisement. Nous avons aussi eu à créer un espace vert en collaboration avec la mairie GOV5. Le second objectif, c'est promouvoir l'économie verte auprès des jeunes. Nous avons eu à former 11 jeunes au Centre national de semences forestières de Davié en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et en troisième position, comme objectif, nous avons eu aussi à renforcer l'éducation environnementale. Au niveau du quatrième objectif, nous avons eu à renforcer le cadre organisationnel des horticulteurs du Togo. Je dirais satisfaction, nous sommes à plus de 85% d'atteinte des objectifs. Sur ce projet, au total, 11 candidats ont été formés sur les espèces des ressources forestières et végétales. Ces derniers ont reçu leur attestation de fin de formation au cours de la cérémonie. Ces bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction. C'était une belle formation. Déjà, même qu'il y a un souci d'entrepreneuriat pour pouvoir entreprendre dans le métier de l'horticulture, surtout dans ce temps-là où tout le monde est en train de se chercher un boulot. Et aussi, comme acquis, nous avons appris comment faire la production des espèces végétales, c'est-à-dire comment prendre la graine et transformer ça jusqu'à l'arbre et pouvoir planter maintenant ça en forêt. Et pour le reboisement aussi, ça favorise le reboisement et favoriser la restauration des espaces verts qui sont en dégradation pour faire face au changement climatique et restaurer aussi les forêts face aux problèmes environnementaux dont fait face la planète actuellement. Cette formation nous a permis de sortir un peu de notre zone de confort. Certes, le projet PVOD Forum Vert a connu son apothéose, mais une transition est envisagée pour appuyer les activités primaires mises en place. Face à l'érosion côtière qui inquiète jour après jour la santé financière et les écosystèmes marins du Togo, quelques 20 pêcheurs de la ville de Davié ont été sensibilisés récemment au recyclage des déchets plastiques dont la majorité finissent sur le littoral. L'objectif global est de sensibiliser la communauté de pêcheurs sur les effets nocifs des déchets plastiques et de former en particulier les femmes aux activités génératrices de revenus liées au recyclage de ces déchets. Alessandra Adekombi nous en parle. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO vient d'achever un atelier de formation de 3 jours dédié aux communautés des pêcheurs dans le sud du Togo. L'initiative menée dans la ville de Davié, située à 50 km de Lomé, avait pour objectif la sensibilisation et la formation de vrais apprenants au recyclage des déchets plastiques en mer. C'est que les emballages non biodégradables utilisés par les riverains et les entreprises portuaires finissent au milieu des plages et atteignent les profondeurs de l'océan. Un phénomène qui prend de l'ampleur au profil des années et affecte la santé des écosystèmes marins. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat mondial Glolitter entre la FAO, le gouvernement norvégien et l'OMI. Il vise à prévenir et à réduire la présence de déchets marins dans les États insulaires, en développement et les pays moins avancés. À noter que jusqu'à 6,9 millions de tonnes de déchets plastiques ont été rejetés dans les 17 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en 2018, selon le programme de la gestion du littoral ouest-africain WACA, soutenu par la Banque mondiale. L'économie circulaire revient à chaque fois dans la liste des solutions préconisées à l'échelle mondiale pour résorber la crise du plastique, y compris dans les milieux marins. D'aucuns misent plutôt sur le durcissement des tests juridiques en matière de protection de l'environnement. Pour l'heure, l'accord international visant la fin de la pollution plastique est toujours en cours d'élaboration par un comité intergouvernemental de négociation. Il devrait entrer en vigueur d'ici à 2024 avec le but d'encadrer l'ensemble du cycle de vie du plastique, notamment
sa production, son utilisation et son élimination. Le secteur de la pêche est menacé au Sénégal. Près de 2/3 des pêcheurs du pays affirment gagner moins de produits de mer par rapport aux années précédentes. Cette situation est une conséquence des pratiques non durables et destructrices de l'environnement des chalutiers de mer. Plus de précision dans le commentaire qui suit. Au Sénégal, 105% des pêcheurs interrogés par la Fondation pour la justice environnementale ont déclaré gagner moins de poissons par rapport aux années précédentes. Au-delà des pertes de revenus, les communautés de pêche artisanale voient leurs conditions de vie se détériorer. 88% des pêcheurs, 93% des transformatrices et 100% des mareyeurs ont déclaré avoir un accès plus limité aux poissons pour leur propre consommation. Le rapport s'appuie essentiellement sur les entretiens menés au Sénégal avec ces communautés entre septembre 2022 et mai 2023. Il met à l'index les chalutiers de fond dans la crise de pêche au Sénégal. Les pratiques de pêche destructrices de l'environnement et non durables pratiquées par la flotte chalutière aggravent la crise du secteur de la pêche artisanale. En outre, les pêcheurs artisans sont confrontés aux incursions illégales de ces navires dans la zone réservée à la pêche artisanale. Les chalutiers de fond au Sénégal sont essentiellement contrôlés par les acteurs étrangers de l'Union européenne et de la Chine. Ils approvisionnent exclusivement les marchés étrangers, principalement ceux des pays de l'Union européenne. Ces pratiques entraînent le manque de poissons et de nombreux foyers sénégalais peinent à s'approvisionner en poissons sur les marchés locaux pour leur propre consommation. La pêche contribue à 3,2% du produit intérieur brut et 10,2% des exportations du Sénégal, selon un rapport du département américain de l'agriculture. La Côte d'Ivoire mise sur les technologies agricoles avancées de Netafim pour soutenir la restauration de ces terres dégradées. L'unité de coordination de l'initiative a été signée en octobre dernier pour un accord avec le fournisseur israélien pour l'installation de ces systèmes d'irrigation dans 9 agropoles. Alessandra Adekombi nous fait le point. Le nouveau partenariat a été signé en marge de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales organisé au parc d'exposition d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En s'associant à l'initiative Abidjan, le nouveau partenariat a été signé en marge de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales organisé au parc d'exposition d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En s'associant à l'initiative Abidjan, Netafim est honoré de poursuivre son engagement pour la construction de communautés résilientes au climat en Afrique. Cette initiative, soutenue par Netafim, a pour vocation d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration des écosystèmes forestiers de la Côte d'Ivoire fortement dégradés. L'ambition du gouvernement à l'horizon 2030 est de recouvrer 3 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Netafim accompagnera cette ambition en fournissant et en installant ces systèmes d'irrigation dans 9 agropoles. Ces équipements devraient contribuer à rationaliser les ressources en eau. La société israélienne fabrique et distribue également des systèmes de gestion des cultures, notamment des systèmes de surveillance et de contrôle et des systèmes de désherbage. En effet, la persistance de certaines pratiques agricoles non durables ces 60 dernières années en Côte d'Ivoire et la baisse des précipitations ont conduit à une dégradation des écosystèmes forestiers et terrestres du pays. Plus que 3 semaines et la conférence des parties sur le climat COP28 s'ouvrira à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Quels sont les 4 enjeux majeurs qui seront au cœur des travaux dans l'État fédéral du Golfe Persique? La réponse dans cet élément de Vivace, Amana. À moins d'un mois du grand rendez-vous en heure sur le climat, les grands axes se définissent un peu plus. Parmi les grands sujets qui seront débattus lors de la conférence des Paris sur le climat COP28 à Dubaï figurent les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et les énergies fossiles. 8 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'urgence climatique frappe plus que jamais à la porte et les États devront accroître leur ambition pour rectifier le tir.
Déjà en 2015 à Paris, les États se sont engagés à limiter la hausse de la température, si possible, à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ceci passe préalablement par l'abandon des énergies fossiles, mais sur ce point, les choses sont loin d'aboutir. La question des énergies renouvelables sera aussi abordée à Dubaï. Sur ce sujet, le président de la COP28, le sultan émirati Al-Jaber, déclare qu'il est impossible d'abandonner le pétrole et le gaz avant d'avoir construit le système énergétique de demain, sauf à risquer un chaos économique mondial. Le financement des énergies renouvelables sera aussi sur la table des discussions. Depuis 2020, la promesse de fournir 100 milliards de dollars par an n'est pas tenue, même si elle est en passe de l'être. Également, les échanges et travaux de la 28e édition de la COP Climat tableront sur la création d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays victimes de désastres climatiques. Ce dernier point est le résultat majeur de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh l'année dernière en Égypte. Tous ces points complexes seront abordés et des actions concrètes sont attendues à la fin des travaux qui se dérouleront sur plus d'une dizaine de jours, précisément du 30 au 12 décembre prochain dans la première ville de l'État fédéral du Golfe Persique. 46 millions de professionnels de santé à travers le monde ont signé une lettre pour demander au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, l'abandon des combustibles fossiles. Selon les auteurs de cette lettre, la pollution de l'air est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. Rafitou Mbiriko. La conférence des Nations Unies pour le climat se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain aux Émirats Arabes Unis et pour la première fois, une journée entière sera consacrée à la santé. Mais bien avant cette rencontre internationale, 46,3 millions de professionnels de santé ont adressé mercredi dernier une lettre au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Dans cette lettre, ces derniers demandent une négociation aboutissant à une accélération de la suppression des combustibles fossiles décisive pour la santé de tous. En finir avec notre dangereuse dépendance aux combustibles fossiles améliorera la santé des générations futures et sauvera des vies, a souligné dans ce courrier notamment signé par l'Association médicale mondiale, la Fédération des associations de santé publique et le Conseil international des infirmières. Ces derniers ont également mis en exergue les conséquences visibles de la pollution sur la santé, à savoir le stress thermique, la malnutrition, l'ancienneté ou encore les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air. Ces professionnels de santé signataires font plutôt appel à l'investissement dans les technologies d'énergie propre. Ils exigent aussi l'exclusion des représentants de l'industrie des énergies fossiles des négociations climatiques. La pollution de l'air est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde, selon un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé mentionné dans la lettre. Une suppression entière et rapide des énergies fossiles est la meilleure façon de fournir une eau, un air et un environnement propre indispensables pour une bonne santé, ont insisté dans la lettre les auteurs, tout en demandant une transition juste et équitable vers d'autres sources d'énergie. La capitale indienne, avec sa population de 30 millions d'habitants, était à nouveau ce dimanche la ville la plus polluée du monde. Ces situations avaient déjà fait des millions de morts en 2019. Face à cette condition, les écoles primaires seront fermées pendant une semaine. Léonce Sabou. Les écoles primaires resteront fermées jusqu'au 10 novembre, a annoncé les autorités de la capitale indienne New Delhi. Pour cause, l'étouffement de la ville par un mélange de pollution et de fumée. New Delhi, qui se situe déjà parmi les métropoles les plus polluées de la planète, vit chaque automne dans un air quasi irrespirable lorsque viennent s'ajouter les fumées des campagnes environnantes où les agriculteurs brument les chaumes. Le ministre de l'Éducation de l'État de New Delhi a aussi ajouté que les écoles secondaires pouvaient choisir de passer en cours par visio vu l'allure que prend la pollution. Avec sa population de 30 millions d'habitants, la ville était à nouveau ce dimanche la ville la plus polluée au monde selon la firme IQAir, institution spécialisée en mesures de pollution. Elle affirme que le niveau de microparticules PM2,5, tellement minuscules, peuvent pénétrer dans le sang, atteignant ce dimanche près de 40 fois le niveau maximal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons qu'une étude publiée par le journal médical de Lancet en 2020 a estimé que la pollution en Inde
avait fait l'année précédente, notamment en 2019, près de 1,7 million de morts dans le pays, dont 17 500 dans la capitale. La troisième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima a démarré jeudi dernier au Japon. Mais le lancement de cette opération a engendré une crise diplomatique entre Tokyo et ses voisins Pékin et Moscou qui ont restreint leur importation vers le Japon depuis fin août. Le commentaire est signé Rafitou Bereko. Débuté le 24 août dernier, l'évacuation dans l'océan Pacifique de l'eau utilisée notamment pour refroidir les cœurs des 3 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi, entrée en fusion après le tsunami de 2011, se poursuit. Cette troisième phase, qui doit permettre le rejet de quelques 7800 tonnes d'eau, devrait durer environ 17 jours, selon l'exploitant de la centrale nucléaire Fukushima et la principale entreprise de production d'électricité du Japon, TEPCO. Ce rejet en mer a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais le lancement du processus a provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations de produits de la mer japonaise suivies depuis par la Russie. Il faut noter que cette eau avait été traitée à l'aide du système avancé de traitement des liquides ALPS pour la débarrasser de ces substances radioactives à l'exception du tritium, un radionucléide qui n'est dangereux qu'à de très hautes doses concentrées selon des experts. Raison pour laquelle l'eau est diluée avec de l'eau de la mer avant d'être évacuée dans l'océan Pacifique afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé de 1500 becquerels par litre, soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise pour ce type d'opération. L'interdiction chinoise a particulièrement affecté les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de l'île septentrionale de Hokkaido, à quelques 500 km du nord de la centrale de Fukushima, qui dépendent des usines chinoises pour décortiquer les mollusques. Le revers de la médaille s'affiche au Canada. Un an après la 15e conférence des parties des Nations Unies sur la biodiversité, COP15, Ottawa veut compenser les émissions de CO2 produites lors de la rencontre en achetant les crédits carbone. Ce scénario est qualifié d'éco-blanchiment par certains élus environnementalistes. Les détails avec Vivas Amana. Un an après la COP15 sur la biodiversité tenue à Montréal, le gouvernement canadien souhaite acheter des crédits carbone pour compenser les émissions dégagées lors de cette rencontre. Ottawa veut ainsi atteindre ses objectifs de carboneutralité, mais les élus et environnementalistes qualifient cela d'éco-blanchiment. En effet, des milliers de délégués du monde entier se sont réunis pendant 10 jours au Palais des Congrès de Montréal en décembre 2022 pour adopter un accord visant à freiner le déclin rapide de la biodiversité. Selon un appel d'offres d'Environnement et Changement Climatique Canada, cet événement a généré 6 547,86 tonnes de CO2. Ce chiffre tient compte particulièrement des déplacements, de l'hébergement, de l'électricité consommée et des déchets générés par les participants pendant la 15e conférence des parties sur la Convention sur la diversité biologique. Ainsi, le gouvernement veut passer par des activités sans émissions de carbone et compte maintenant acquérir des crédits compensatoires. Ces derniers permettront en théorie de financer un projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. D'après le ministre canadien de l'Environnement Steven Guilbeault, c'est la première fois que son ministère cherche à compenser les émissions liées à toutes les facettes d'un événement majeur. C'est très clairement un éco-blanchiment d'après Patrick Bonnet, responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada. Il estime qu'il est extrêmement paradoxal que le gouvernement tombe dans le piège des pollueurs et s'engage dans une telle opération de relations publiques avec un événement dont l'objectif est d'améliorer la protection de l'environnement. Pour lui, le gouvernement canadien vient ainsi de légitimer un système qui ne fonctionne pas car il achète des crédits de compensation au lieu de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a 66 millions d'années, le ciel s'est assombri plongeant la Terre dans un hiver de 15 ans qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Une étude affirme que c'est la silice soulevée par les astéroïdes plutôt que du soufre et de la scie qui avait bloqué la lumière du soleil. Léon Sago nous en parle. L'énigme de la disparition des dinosaures s'éclaircit. Il était connu que l'impact d'un astéroïde d'au moins 10 km de diamètre dans l'actuel golfe du Mexique, précisément à Yucatan, il y a 66 millions d'années,
avait causé l'extinction des 3/4 du monde vivant, dont les dinosaures. Mais la nature du phénomène provoqué par la météorite Chicxulub restait à débattre. Selon une étude publiée dans Nature Géosciences, la poussière soulevée au moment de l'impact serait à l'origine de l'hiver meurtrier qui a suivi. Une équipe de géoscientifiques de l'Observatoire royal de la Belgique a réexaminé les conséquences et impacts, redonnant du souffle de vie à la théorie antérieure. Elle évoque des fines poussières de silice, du sable pulvérisé qui auraient persisté dans l'atmosphère et obscurci le ciel durant 15 ans. Pour avoir un tel résultat, les chercheurs ont identifié des particules de poussière de 0,8 et 8 micromètres issues de l'impact dans le Dakota du Nord aux USA. Ils les ont déterminées en entrant des données dans des modèles climatiques similaires à ceux utilisés aujourd'hui. Ces simulations ont révélé que sur la quantité de la matière projetée dans l'atmosphère, les 3/4 sont constitués de poussière pour 24% de soufre et 1% de suie. D'après Ozgur Karatekin, co-auteur de l'étude, ces particules de poussière ont complètement empêché la photosynthèse chez les plantes pendant 1 an, entraînant un effondrement catastrophique de la vie. L'obstruction de la lumière solaire a aussi provoqué un refroidissement brutal avec des températures moyennes mondiales qui ont chuté de 34 degrés Celsius, passant de 19 degrés Celsius à moins 15 degrés. C'est la première fois que des simulations paléoclimatiques indiquent une suppression de l'activité photosynthétique pendant 2 ans et un hiver d'impact induit par la poussière pendant 15 à 20 ans, se félicite Sem Berk-Senel, le directeur de l'étude. Le brouillard sur les causes de cet hiver dramatique semble donc se dissiper. Une chose est sûre, les dinosaures ont pris de fatals coups de froid. C'est la fin de ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention, bonne suite de nos programmes et très belle soirée à tous.